La notion de socle, d'abord. Cette notion de socle, c'est une notion qui est tout à la fois métaphorique et qui est une notion qui est une idée qui est en évolution. C'est une métaphore, je veux dire que quand on fait de la géologie, on parle par exemple du socle hercynien. Le socle hercynien qui apparaît en Bretagne, le socle hercynien, c'est le substratum sur lequel des roches métamorphiques, sur lequel des roches sédimentaires, sur lesquelles des roches éruptives se sont ultérieurement développées. C'est la base, le socle. Le socle, c'est ce sur quoi on peut construire quelque chose de solide, comme une statue. En statuaire, il y a un socle. Ce qui est important, ce n'est pas le socle, ce qui est important, c'est ce qui est au-dessus. Mais ce qui est au-dessus n'existe que parce qu'il y a quelque chose en dessous. Et donc l'idée de socle est une idée métaphorique qui laisse entendre qu'on tient là, avec l'idée de socle, quelque chose, oui je reprends ce terme que je viens d'utiliser, quelque chose qui est de l'ordre d'un substratum, quelque chose qui relie la totalité et qui donne corps à la totalité de ce qu'on enseigne. Alors, cette idée de socle, voilà comment dans le cours de l'histoire, elle est apparue. Et là j'emprunte à un historien de la pédagogie et un historien de l'éducation, qui n'est pas Georges Vigarello, mais qui est Claude Lelièvre. Et Claude Lelièvre, c'est à regarder comment est apparue la notion de socle. Alors on va le suivre. Voilà comment Valéry Giscard d'Estaing, en 77, pour ceux d'entre vous qui sont d'un âge pas trop avancé, 77, ça ne représente peut-être plus grand-chose. En 77, il y a un gouvernement Chirac, il y a 2 gouvernements Barre, et il y a un ministre de l'Éducation qui traverse ces 3 gouvernements, qui est René Haby. René Haby fait exister le collège unique. Vous savez, avant, pour ceux d'entre vous qui sont les plus jeunes, avant, je vais dire de mon temps, quand on avait des parents qui pensaient pour vous un avenir, ma foi, ils ne pensaient pas à la communale, comme on disait, ils pensaient au petit lycée. Vous voyez, je ne suis pas encore un ancêtre, mais quand je suis rentré à l'école primaire, il y avait des enfants qui avaient le même âge que moi, mais qui ne rentraient pas au cours préparatoire, qui rentraient en 11e. Parce que le lycée comprenait ce qu'on appelle aujourd'hui l'école primaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le collège et ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée. Alors René Haby fait exister le collège unique, ce qui est une transformation importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les enfants sont scolarisés au niveau d'un cours préparatoire, alors que, pas hier mais avant-hier, il y en a qui étaient scolarisés à la communale, comme on disait, et puis il y en a qui étaient scolarisés dans le petit collège. Et vous voyez bien que cela renvoyait à des disparités, qui étaient des disparités sociales, évidemment, entre les enfants qui pouvaient s'attendre à un avenir sans doute différent. Alors Giscard d'Estaing écrit « La mise en place d'un système unique de collège pour tous les jeunes enfants constituera un moyen puissant d'égaliser leur acquis culturel. Elle devra s'accompagner, cette mise en place, sur le plan des programmes, de la définition d'un savoir commun. » Il n'y a pas encore socle, mais il y a savoir commun, variable avec le temps et exprimant notre civilisation particulière. Lui, l'idée de socle, c'est l'idée d'un savoir commun. Pour sortir de l'école, il faut maîtriser le même savoir. Et on va voir tout à l'heure comment Luc Ferry s'est emparé de cette question. 88, Mitterrand, qui succède à Giscard. Pour Mitterrand, 2 hommes liges de cette époque, un grand sociologue, vous le connaissez, Bourdieu, et un grand biologiste, François Gros, les deux, oui, rappelez-moi l'ordre, les deux, on leur confie une mission, et cette mission doit conduire à des programmes nationaux qui devraient définir le minimum culturel commun. Vous voyez, c'est la même idée, c'est-à-dire le noyau de savoir et de savoir-faire fondamentaux et obligatoires que tous les citoyens devraient posséder, qui sont la condition de l'acquisition de tous les autres savoirs. Vous voyez que c'est une vieille question, cette question d'un savoir minimum commun, de ce qui à un certain moment a été dénoncé par un syndicat,
comme pouvant constituer le SMIC culturel. Si on avance, Mitterrand en 88 a comme ministre de l'Éducation Savary, il a comme ministre de l'Éducation Chevènement, il a comme ministre de l'Éducation Monnery, il a comme ministre de l'Éducation Jospin, Lang, Bayrou, Allègre, et puis il crée le Conseil national des programmes. Et il nomme au Conseil national des programmes quelqu'un qui deviendra ministre ultérieurement, qui est Luc Ferry. Et Luc Ferry, au Conseil national des programmes, s'intéresse à cette question. Et avant d'être nommé, avant d'être nommé ministre de l'Éducation nationale, il comprend la demande ministérielle au Conseil national des programmes de révision des programmes comme pouvant aller dans le sens de la construction d'une culture commune. Vous voyez, cette question d'une culture qui va devenir un socle est présente depuis 1977. 77, ça fait quand même 40 ans. C'est pas une question neuve, la question du socle. C'est une question qui s'est posée de manière permanente. François Fillon, alors, fera exister, je le disais tout à l'heure, un socle de connaissances et de compétences avec 7 attributs. Vincent Payon, en 2012, fait exister un socle de connaissances, de compétences et de culture avec 6 attributs. Et ce que vous connaissez, qui existe avec la rentrée 2016 et avec Najat Vallaud-Belkacem comme ministre de l'Éducation, c'est un socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui regroupe 5 grands domaines: les langages, les méthodes, la formation de la personne, les systèmes naturels et les systèmes scientifiques, et les représentations du monde et de l'activité humaine. Alors, je voudrais vous lire, parce que ça me semble extrêmement illustratif, ce qu'écrit Luc Ferry, mais il faut regarder les choses de près pour le retrouver, ce qu'écrit Luc Ferry, alors qu'il n'est plus ministre de l'Éducation, dans un petit ouvrage qui s'appelle Le Rouge et le Jaune, qui est une revue de l'Association de Polytechnique. Et Luc Ferry écrit ceci. Après avoir été ministre de l'Éducation nationale, puis remplacé par Fillon, dans cette revue, en 2006, il écrit les 2 acceptations qu'il retient de socle commun et de culture commune. Vous avez vu, antérieurement, c'est culture commune dont il est question. Et puis avec Fillon, il va être question de socle commun. Alors il écrit ceci. À l'époque, le SNES parlait de culture commune. J'ai choisi l'expression socle commun dans la mesure où le terme de culture ne me paraissait pas très adapté. La culture, c'est plutôt ce qui reste après l'école. Le rapport de la commission Fauroux a par la suite donné à la notion de socle commun le sens de SMIC culturel, ce qui ne correspondait pas à notre conception initiale. Nous avons réfléchi à la manière dont il fallait entendre cette notion. Voilà ce qui est intéressant. Il y a en effet 2 conceptions possibles du socle commun. La première, la plus naïve, correspond à la manière dont on a interprété la loi Fillon. Définir le socle commun consisterait à se mettre d'accord sur un petit nombre d'éléments de connaissances à maîtriser, les 20 dates historiques. Tiens, il y en a un là actuellement qui pourrait en proposer une. Les 15 personnages clés, les 3 livres qu'il faut avoir lus, etc., etc. Mais un tel projet est absurde, continue Luc Ferry, et ce pour 2 raisons. D'une part, il est utopique d'imaginer que l'on puisse mettre d'accord une communauté de professeurs sur un ensemble de connaissances élémentaires ainsi comprises. Il y a un futur, je ne sais pas quoi, candidat actuellement qui lui en a une, hein, vous avez remarqué, de date qu'il conviendrait de connaître. D'autre part, en admettant qu'une commission parvienne à un tel accord, il faut se représenter que cela aurait nécessairement pour conséquence d'invalider le reste du programme. Si l'on estime que dans le programme il y a l'essentiel et l'accessoire, autant supprimer ce qui n'apparaît pas fondamental. C'est cette première conception qui est la plus répandue, celle notamment qu'ont reprise des parlementaires qui ont dernièrement voulu réfléchir au socle commun. La seconde conception du socle commun consiste à chercher à définir l'essentiel des programmes en un autre sens. Prenons une métaphore. Vous avez lu... prenons une métaphore. Vous avez lu un grand livre, L'éducation sentimentale, Le Rouge et le Noir, et vous souhaitez, après l'avoir refermé, le raconter à quelqu'un. Il faut nécessairement aller à l'essentiel. Vous n'allez pas réciter chaque phrase du livre. Vous évoquerez l'apport historique, la grande expérience humaine sur lesquelles le livre donne à penser. C'est ainsi qu'il faut comprendre le socle commun. Il s'agit dans les programmes de souligner ce qu'il faut savoir
avoir acquis, cela ne signifie pas que le reste est accessoire. Le roman ne constitue pas l'accessoire. Vous avez compris, soit socle commun, c'est les 20 dates, c'est les 20 choses qu'il est nécessaire de connaître quand on sort à 16 ans du système éducatif, soit c'est autre chose, c'est ce qui traverse l'ensemble des disciplines et qui leur donne cohérence. Eh bien, c'est cette idée qui prévaut à travers, dans le socle commun de 2016, quelque chose qui est d'un autre registre. Comparé, il y a une thèse à faire sur l'évolution de cette notion de socle commun par rapport à la notion de culture pour voir quels sont les enjeux qui existent. Alors, il me semble que cette question de socle commun, elle est intéressante parce que ce socle commun va conduire à parler de compétences. Alors, on n'est plus dans le domaine des savoirs, mais on est dans le domaine des compétences et surtout des compétences transversales, des compétences qui traversent les disciplines. Et l'idée de socle commun, elle me semble, à travers la notion de compétence, constituer une arche entre, d'une part, l'égalité, la citoyenneté, l'égalité, qui est ce que le républicanisme a toujours souhaité dans l'école. Socle commun égale le commun, ce que tout le monde doit posséder. Et si tout le monde doit le posséder, c'est parce qu'on vise, c'est parce que ce que l'on vise, c'est l'égalité. Mais l'idée de compétence introduit une autre approche, qui est une approche beaucoup plus en phase avec, non pas le républicanisme, mais avec le libéralisme. C'est du reste le grand reproche qui a été fait à la notion de compétence. Parce que dans le champ non pas dans le champ de l'école, mais dans le champ de la société, les premiers qui ont introduit la notion de compétence, c'est le MEDEF. Et vous savez que la notion de compétence est une notion très dangereuse au plan du travail. Parce que parler de compétence, c'est laisser entendre qu'à diplôme équivalent, vous ne serez pas payé de la même manière parce que vous avez des compétences différentes. Le diplôme est censé vous apporter les mêmes connaissances, mais dans l'usage que vous en faites, ça n'est plus de connaissances dont il est question, c'est de compétences. Et donc, c'est plus une approche en termes d'égalité là, qui est sous-jacente, c'est une approche en termes de liberté. Alors, il me semble que l'idée de compétence, si elle a fait florès progressivement, c'est parce qu'elle réunit de manière subreptice, sans doute, deux approches qui sont celles du républicanisme et celles du libéralisme. Alors, si j'étais enseignant et que je dois m'emparer de l'idée de socle, je m'autorise à vous faire des propositions, je m'autoriserai chaque fois à vous faire des propositions très pratiques. Il me semble que penser en termes de socle, c'est se dire, moi qui suis prof d'EPS, à travers ce que je fais avec les APS que je mets en place, qu'est-ce que je développe comme compétences qui pourraient être présentes dans d'autres disciplines que celles que j'enseigne. Et donc, par là même, et je ne fais que reprendre les 5 attributs de l'idée de socle versus 2016, c'est m'intéresser à la variété des langages pour penser et communiquer. C'est quand même intéressant de voir, moi, pour l'avoir constaté à travers Patrick Fargier et d'autres, c'est intéressant de voir comment en permanence l'activité est sous-tendue par quelque chose qui est une représentation de cette activité. Une activité n'existe, un corps en mouvement n'existe que si je suis capable de m'en donner une représentation. Je ne suis pas certain qu'on n'aiderait pas beaucoup les élèves à s'arrêter à certains moments, mais sans doute le faites-vous. Je m'autorise à faire cette suggestion, qui est une proposition de représentation des activités que l'on a à conduire avec les élèves. Et il est sûr que si je veux passer une haie avec des élèves, dans le cadre du mouvement que je leur suggère de faire, il y a des choses qu'ils ne verront peut-être pas d'une manière aussi patente que si je dois dessiner mon corps avant la haie, sur le passage de la haie, et puis après la haie. Les langages aident à comprendre, en définitive, un geste. Et puis, quelles sont les méthodes et les outils pour apprendre?
comment je m'intéresse à la question de la formation de la personne et du citoyen. Il y a bien longtemps que vous vous intéressez à ces questions. Je veux dire que quand on développe des APSA collectives à travers lesquelles les élèves sont arbitres de ce qui se passe, c'est beaucoup plus que de l'arbitrage que l'on fait. On développe quelque chose qui est de l'ordre de la prise en cause de l'équité, qui est de l'ordre de la prise en compte d'une règle, qui est de l'ordre du respect de cette règle, qui est de l'ordre, en définitive, du rapport à la loi que j'évoquais tout à l'heure. Alors, l'autre suggestion que je ferai, c'est de dire que si je pense en termes de socle, il me semble qu'il serait utile qu'existent dans les établissements scolaires des conseils de préfets. On les appellera préfets, on les appellera doyens. Quand je regarde ce qui se passe, par exemple, dans les établissements à Genève et en Suisse, il existe, ça s'appelle chez eux, des conseils de préfets. C'est-à-dire qu'autour du chef d'établissement, il y a non pas le vide, le chef d'établissement et puis les enseignants, mais il y a le représentant des collègues d'EPS, il y a le représentant des collègues de maths, de sciences, etc., lesquels représentants sont élus par leurs collègues, et en quelque sorte, quand il s'agit de prendre une décision, eh bien cette décision est prise par le chef d'établissement avec le collège de préfets qui a été élu par ses collègues. Et la troisième chose que je ferais, si j'avais à m'intéresser à la notion de cycle, c'est que, une fois, mais je l'ai dit il y a un instant, ça ne me fait que le reprendre, me dire que j'enseigne pour aider les élèves à apprendre, mais j'enseigne pour aider les élèves à faire société. Pourquoi on apprend? Durkheim pose cette question au début du XXe siècle, et il répond pour trois choses. On enseigne à l'école, et l'école existe pour faire exister une personne, et nous sommes des personnes toutes différentes les unes des autres, pour faire exister un citoyen, c'est-à-dire s'insérer à l'intérieur de règles, pour peut-être les transformer ultérieurement, ces règles. Pourquoi l'école? Pour faire exister une personne, pour faire exister un citoyen et pour faire exister un travailleur. Et peut-être que cette trilogie-là est si difficile à conduire simultanément que progressivement, l'école ne s'est intéressée qu'à une des dimensions sans s'intéresser aux deux autres simultanément. Où est-ce que j'en suis? À considérer que j'ai achevé ce que je souhaitais échanger avec vous sur cette idée de socle.